Alors, vous avez prescrit un traitement. Qu'allez-vous en attendre? Eh bien, le délai d'action, il est d'environ 1 à 2 semaines. Il est beaucoup plus précoce que les idées qu'on a en tête. Souvent on dit qu'il faut attendre 4 semaines de traitement avant d'obtenir des résultats. Non, la plupart du temps, dès la première semaine, les premiers symptômes commencent à s'améliorer et c'est surtout l'anxiété qui va diminuer en premier lieu. Un peu plus tard, c'est la composante ralentissement psychomoteur et idée suicidaire qui va s'améliorer. Quand vous prescrivez un traitement antidépresseur en consultation, je vous encourage à revoir votre patient au maximum 2 semaines après, afin d'évaluer d'emblée le début de réponse. S'il n'y a pas de réponse du tout, si le patient est dans le même état, à ce moment-là, il faudra augmenter la posologie. Si votre patient commence à répondre, eh bien à ce moment-là, on laissera faire les choses. Et en l'absence de réponse, certaines sociétés savantes, notamment les Canadiens, au bout de 2 semaines, recommandent, eux, de changer le traitement antidépresseur si vous avez pu d'emblée atteindre des posologies efficaces. Alors dans un premier lieu, ce qui s'améliore, c'est l'anxiété. Un petit peu plus tard, le ralentissement psychomoteur et les idées suicidaires. Ce qui fait que quand vous reverrez votre patient, eh bien, de façon objective, vous arriverez à percevoir l'amélioration symptomatique, alors que la plupart du temps, au bout de 2 semaines, parce que l'humeur n'est pas encore améliorée, votre patient ne percevra pas de début d'amélioration. Donc c'est toujours important d'avoir ce paramètre en tête. Le délai pour juger l'efficacité et du coup le changement ou pas de traitement est de 3-4 semaines. Comme je vous disais, certaines sociétés savantes même recommandent un peu plus tôt. Mais disons 3-4 semaines me semble tout à fait raisonnable pour évaluer l'intérêt de maintenir un traitement si évidemment vous avez pu atteindre des posologies pleinement efficaces. Une amélioration dès la première prise de traitement fait sûrement l'apanage d'un effet placebo. Et ce qui est certain, c'est qu'une amélioration précoce prédit l'évolution de façon favorable de votre dépression. Cette diapositive reprend l'ensemble des traitements antidépresseurs avec les doses initiales qui sont recommandées pour commencer un traitement antidépresseur, le délai à attendre pour augmenter la posologie, les doses qui sont efficaces à atteindre et les doses maximales recommandées pour chaque molécule. Alors, pour ce qui est des patients très anxieux au départ, on a parfois des accentuations avec les antidépresseurs, une accentuation de la symptomatologie anxieuse. Et donc, je vous recommande chez ces patients-là de vraiment commencer à toute petite dose et en l'absence d'effets secondaires trop marqués, au bout de 2-3 jours, augmenter d'un palier votre antidépresseur pour atteindre les premières posologies potentiellement efficaces. Des idées qu'on doit garder en tête et dont il faut aussi faire part à votre patient. Bonne nouvelle, 2 tiers des patients répondent à un traitement antidépresseur, c'est à court terme. On a un patient sur 3 qui répond à un traitement placebo. Et au final, 90% des patients que vous serez amenés à traiter finiront par répondre favorablement à un traitement ou à une association de traitements après plusieurs tentatives. Les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les 6 mois qui suivent la prise en charge, à peu près la moitié des patients déprimés vont guérir et les 3/4 des patients auront besoin de 2 ans pour guérir d'un état dépressif.
Le maintien des antidépresseurs diminue le risque de rechute, c'est cette phase de consolidation sur laquelle j'ai insisté, mais il diminue également le risque de récidive au long cours, et j'y viendrai un peu plus tard. Les mauvaises nouvelles, eh bien, le pourcentage de patients qui demeurent en rémission dans l'année qui suit un traitement réussi reste relativement faible, de 60 à 80%, et que 20% des patients vont être considérés comme résistants au traitement, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas atteint la rémission fonctionnelle. Alors soit ils n'auront pas du tout répondu, soit ils auront des symptômes résiduels, soit ils se seront aggravés au cours de la prise en charge. Ce qui fait que, en général, à peu près la moitié des patients n'atteignent pas une rémission complète, symptomatique et fonctionnelle. Intéressons-nous maintenant aux effets des traitements que vous allez, et aux effets secondaires que vous allez avoir avec les différents antidépresseurs. Alors, le dénominateur commun des antidépresseurs, c'est leur effet sérotoninergique. Ils vont apparaître dès la première prise de traitement, mais souvent cet effet est un effet d'instauration qui se calme dans les 2 semaines qui suivent l'instauration d'un traitement. Ils sont de 3 ordres: des troubles digestifs, souvent surtout des nausées, des troubles neuropsychiques avec une majoration de l'anxiété au départ, puis une amélioration, des tremblements, souvent une acathysie qu'on a tendance à ne pas à méconnaître dans la prescription d'antidépresseurs, voire des troubles moteurs extra-pyramidaux. Enfin, dernier effet sérotoninergique sont l'ensemble des troubles végétatifs, notamment en termes d'hypersudation, de variation tensionnelle ou de tachycardie. Il faut bien prévenir le patient sur l'éventualité d'apparition de ces symptômes dès le départ, mais sur le fait qu'ils vont passer au bout de 2 semaines. C'est pour ça que, au départ, je vous recommande de commencer à petite dose et en fonction de la tolérance du patient, eh bien, d'augmenter assez rapidement pour atteindre des posologies efficaces. Comme je vous le disais tout à l'heure, les ISRS ont un profil d'action autre et se fixent sur d'autres récepteurs pharmacologiques et peuvent avoir différents effets secondaires, et notamment en termes de prise de poids possible, de troubles sexuels, notamment une baisse de la libido, une tendance accrue au saignement avec des bleus que les patients se font facilement, ou même sans se cogner, ou parfois même spontanément. Attention au risque d'hyponatrémie, surtout chez le sujet âgé, et auquel vous devrez systématiquement penser en cas d'apparition brutale de symptômes confusionnels. Certains antidépresseurs, enfin c'est souvent, surtout le cas en cas de surdosage, peuvent abaisser le seuil épileptogène. Et puis classiquement, on parle du risque d'allongement du QT, en particulier et surtout, en fait, essentiellement pour ce qui est des ISRS, pour le citalopram et les citalopram. Mais en pratique, et la plupart du temps, cet allongement de QT a lieu en présence d'autres facteurs de risque d'allongement du QT chez le patient, que ce soit lié à des comorbidités présentes ou la prescription d'autres traitements pouvant allonger le QT. C'est pour ça que classiquement, chez des patients qui sont à risque d'allongement du QT, il est préférable, avant d'instaurer un traitement par escitalopram ou citalopram, de procéder à un ECG. Et également lors de chaque augmentation de posologie. Si l'on regarde le profil des effets secondaires des IRSNA, eh bien on retrouve les effets secondaires liés aux ISRS, auxquels se rajoutent les effets noradrénergiques, c'est-à-dire sueur, céphalée, troubles sexuels, et surtout des effets potentiellement cardiaques en termes de tachycardie et d'hypertension artérielle,
surtout à des posologies élevées de venlafaxine. Ce qui est intéressant avec la venlafaxine, ce qu'il faut vraiment avoir en tête avec cette molécule, c'est son profil assez particulier d'action pharmacologique qui, à petite dose, en dessous de 100 mg de venlafaxine, a essentiellement un profil d'action sérotoninergique, et au fur et à mesure de l'augmentation de posologie, qu'on peut augmenter jusqu'à 375 mg, je vous le rappelle, eh bien le profil d'action pharmacologique s'élargit, et cet antidépresseur au fur et à mesure va, en plus de ses propriétés sérotoninergiques, avoir une action noradrénergique et encore à posologie plus élevée, avoir même un effet dopaminergique. Pour ce qui est des effets secondaires des antidépresseurs, des antagonistes alpha-2, alors on a des effets sérotoninergiques parce qu'ils ont également un antagonisme sérotoninergique, mais qui sont un petit peu corrigés et en tout cas beaucoup moins présents, surtout le panel des ISR, enfin des effets secondaires digestifs et la plupart du temps absents, corrigés par la fixation sur d'autres récepteurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais là où l'effet secondaire qu'il faut bien avoir en tête, c'est leur propriété antihistaminique et donc sédative, alors qu'on pourra utiliser à visée thérapeutique chez des patients qui souffrent d'insomnie, mais qui vont entraîner potentiellement de la sédation et de la prise de poids. Si vous prescrivez un antidépresseur tricyclique, comme je vous l'ai dit, le profil d'action pharmacologique est extrêmement vaste, et les tricycliques inhibent la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline, mais également se fixent sur un certain nombre de récepteurs, ce qui explique leur mauvais profil de tolérance, avec des propriétés, des effets antihistaminiques, des effets anticholinergiques qui vont contre-indiquer sa prescription dans certains cas, notamment les glaucomes à angle ouvert, l'hypertrophie prostatique. Les tricycliques ont également un effet adrénolytique qui peut entraîner des vertiges, de l'hypotension orthostatique et aggraver la somnolence. Et effet également pharmacologique, c'est le blocage des canaux sodiques voltage dépendants, cardiaques et centraux, qui vont en cas de surdosage entraîner éventuellement des crises convulsives, un coma, mais surtout une arythmie, un arrêt cardiaque et éventuellement le décès. C'est la raison pour laquelle chez des patients avec des facteurs de risque cardiaque significatifs ou qui sont âgés de plus de 50 ans, il est recommandé d'effectuer un électrocardiogramme avant la prescription de ce traitement. Et en cas de maladie cardiovasculaire associée et de la prescription de psychotropes, il est indispensable de surveiller la tension artérielle avant de prescrire un traitement et durant le traitement, car pour le risque d'hypotension orthostatique extrêmement fréquent après instauration. Si on s'intéresse aux IMAO irréversibles, alors bon, ils ont des effets secondaires, les effets secondaires assez classiques des sérotoninergiques, là où ce qui explique la prescription en dernière intention de ce type de molécule est deux risques majeurs, à savoir la crise hypertensive liée à une hypernoradrénergie, ainsi qu'un risque de syndrome sérotoninergique. Alors, cette crise hypertensive, elle peut apparaître dans deux cas de figure, soit la prise massive, et quand on dit massive, c'est du genre 4 kg de roquefort, d'aliments riches en tyramine, la tyramine étant un précurseur de la noradrénaline, ce qui entraîne une accumulation de noradrénaline puisqu'on inhibe sa dégradation. Et alors, typiquement, certains aliments sont à éviter
d'ingérer en grande quantité, ce qui ne veut pas dire définitivement proscrire, et ça concerne surtout tout ce qui est séché, faisandé et vieilli. Voilà. Autre cas de figure de la crise hypertensive, eh bien, sont les interactions médicamenteuses, et c'est le problème essentiel des IMAO, c'est ces interactions médicamenteuses qui peuvent être assez gravissimes, et la contre-indication de prescrire des vasopresseurs, des amphétamines, du modafinil, des antidépresseurs avec une valence noradrénergique, du tramadol et des anesthésiques locaux qui pourraient effectivement déclencher ce type d'effet secondaire. Autre cas de figure, les IMAO irréversibles inhibe la monoamine de l'enzyme qui dégrade la noradrénaline, mais également la sérotonine. Et donc là encore, certaines molécules doivent être contre-indiquées en coprescription avec l'IMAO. Eh bien, ce sont l'ensemble des antidépresseurs, puisqu'ils agissent tous sur la sérotonine, mais également du millepertuis, mais également un certain nombre de médicaments opioïdes, et en particulier sont contre-indiqués le tramadol, la méthanone et le fentanyl. De façon très surveillée, la morphine et l'oxycodone. Les autres opioïdes, sous surveillance, peuvent être prescrits en même temps qu'un IMAO irréversible. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est un syndrome sérotoninergique? Eh bien, on va avoir une accentuation de cet effet sérotoninergique de départ, mais qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus sévère et qui peut aboutir au décès. Et on touche la versant neuromusculaire avec des tremblements, des myoclonies et une hyperréflexie avec une rigidité pyramidale. Là encore, on peut retrouver des manifestations psychiques et comportementales. L'anxiété, pour ce qui est dans sa forme peu sévère, mais on peut aller jusqu'aux confusions, à la confusion aux hallucinations. Attention, un état d'hypomanie peut refléter une hypersérotoninergie. Et puis également une hyperactivité du système nerveux autonome, avec des sueurs et de la fièvre et une hypertension qui peut être extrêmement sévère. À ce moment-là, la conduite à tenir est évidemment l'arrêt du traitement sérotoninergique jusqu'à ce que les choses s'améliorent avec une reprise à dose beaucoup moins importante d'un seul des traitements sérotoninergiques. Alors cette diapositive reprend l'ensemble du profil d'effets secondaires des traitements antidépresseurs que nous avons à notre disposition pour chaque molécule, avec certaines spécificités de la molécule. Ce qui est intéressant, c'est également qu'elle regarde, elle s'est intéressée au profil et au risque de létalité en cas de prise massive de cet antidépresseur. Donc il va falloir que vous passiez du temps sur cette diapositive et que vous appreniez, parce que vous allez voir qu'il y a certaines différences. Par exemple, si on prend les ISRS, ils n'ont pas un profil pharmacologique tout à fait, des effets secondaires du coup identiques. Et par exemple, la paroxétine a des effets anticholinergiques particulièrement marqués que les autres ISRS n'ont pas. Ce qui concerne la prise de poids, là encore, il y a des variabilités entre les différents ISRS. Alors, pendant combien de temps allez-vous traiter votre patient? Eh bien, comme je vous l'ai dit en préambule, différents cas de figure. Premier épisode dépressif, traitement d'attaque, on a pu obtenir une rémission. À ce moment-là, maintien de la posologie pendant au moins 6 mois, donc ce qui nous amène à une durée totale de traitement d'au moins 9 mois.
Cette durée de traitement pourrait être rallongée à 2 ans si il y a des facteurs de risque particuliers de rechute. Et en l'occurrence, une sévérité particulièrement élevée en début de traitement, un âge avancé, une dépression qui a été difficile à traiter avec des essais répétés de traitement avant de trouver le traitement qui s'est avéré efficace, mais également la persistance de symptômes résiduels et de comorbidités psychiatriques. Si vous êtes dans une récidive dépressive, et bien à ce moment-là, là encore, il est recommandé de traiter le patient plus longtemps, à savoir 2 ans. Si cet épisode a été deuxième épisode a été particulièrement marqué, ou s'il s'agit d'un 3e épisode, à ce moment-là, c'est un traitement à vie qui est recommandé. Alors pourquoi? Et ça, c'est des chiffres que je donne régulièrement aux patients. Si l'on n'a jamais fait de dépression dans sa vie, on a à peu près 15-20% de risque de faire un état dépressif. Après ce premier état dépressif, ce risque passe à 50%. Une fois guéri, nous avons 50% de risque de faire un 2e état dépressif au cours de notre vie. Et si on fait une autre rechute, c'est-à-dire un 3e état dépressif, eh bien le risque de récidiver à l'avenir passe à 90%. Comme je vous l'ai dit, les traitements antidépresseurs sont les seuls traitements pharmacologiques à avoir montré leur intérêt dans la prévention de la rechute, mais également de la récidive au long cours. D'où l'intérêt de le proposer à vie. Voici les différentes modalités d'arrêt de traitement après les 6 mois de consolidation à pleine posologie. Vous avez une modalité d'arrêt en fonction de différentes molécules. Grosso modo, retenez que, au même titre qu'on a augmenté tous les 15 jours, et bien là, ce seront des paliers de diminution toutes les 2 semaines d'à peu près un quart de la posologie. Le seul traitement qui nécessite pas, enfin, les seuls traitements qui ne nécessitent pas d'arrêt progressif sont des traitements qui ont soit des longues vies, des longues demi-vies, et en l'occurrence la fluoxétine. Certains traitements de ce tableau, comme le bupropion, n'ont pas l'AMM en France, hélas. Ce sont des antidépresseurs qui sont essentiellement dopaminergiques, et puis d'autres traitements comme la gomélatine ou la vortioxétine ne créent pas de symptômes de sevrage. Alors c'est la raison pour laquelle cette diminution est nécessaire, c'est uniquement par rapport au risque de sevrage. Alors je vous rappelle les symptômes que vous retrouverez, que là encore il va falloir enseigner aux patients en cas d'arrêt brutal ou de diminution un petit peu trop rapide, à savoir des phénomènes psychiques, de l'anxiété, de l'insomnie, mais également des phénomènes neurovégétatifs comme des tremblements, des sueurs, des nausées, des phénomènes, des manifestations neuropsychiques comme les céphalées, les troubles de l'équilibre ou des vertiges. À ce moment-là, eh bien, je vous recommande de faire des paliers encore moins importants sur une durée plus longue pour éviter ces phénomènes. Voilà, j'arrêterai pour aujourd'hui ce cours. Je vous donne quelques références. La plupart sont directement téléchargeables. Il s'agit des recommandations françaises, canadiennes et américaines de la prise en charge d'un traitement antidépresseur, la fameuse méta-analyse de Cipriani. Voilà, je vous remercie pour votre attention.